Et un peu plus, j'allais oublier de descendre le volume, Alexis. Bienvenue à bord. On est le quoi 26 juin. Et on accoste au Port-Manette pour un nouvel épisode. Alors, cette semaine, il y a un fil rouge qui s'est dessiné involontairement dans tout ce qu'on a lu sur les news. Tout coûte plus cher, Alexis. Parfait. Alors, au programme, si je te récap un peu de ce dont on va parler, il y a la presse qui renvoie Xbox un peu à sa propre com. Tu vois, c'est un petit article éditorial qui est sympa à lire. Valve qui se lance dans le matos, ça y est, c'est officiel. On a les prix forts. Il y a GTA 6 qui pose ses prix également et qui s'amuse à tourner le dos au disque pour quelques mois. Et on finira après avec deux autres sujets. Donc il y a Bungie qui, ça y est, c'est le moment où les licenciements commencent. Pendant que Sony jure que non, tout va bien. Tout va bien, les jeux se vendent, marathon, il est super. Voilà. Et on finira à la fin, pour souffler un petit coup, on va parler de Sonic qui a failli ne plus exister. Voilà. Du coup, officiellement, bonjour Alexis. Bienvenue. Bonjour Josian. Comment vas-tu ? Ça va, on survit aux températures extrêmes comme tout le monde, je pense. Voilà, je jongle avec la vie de famille, tu sais, pour avoir l'enfant au frais à la maison et la compagne et tout ça, quoi. Et toi, j'imagine, c'est pareil ? Tu jongles aussi avec des enfants ? Ouais, je jongle avec les enfants et les jeux comme ça, du coup, j'essaie de trouver un petit peu de temps pour... T'as toujours été habile. Mais oui. J'essaie de me débarrasser des enfants, de les mettre dans un coin pour essayer d'avancer un petit peu sur les jeux. C'est pas évident. Alors, avant de commencer avec les topics de la semaine, un petit tour sur qui joue à quoi. Commençons par moi-même. J'ai passé un peu de temps sur un jeu dont on a reçu des clés qui s'appelle Dark Scrolls, qui sur papier m'intéressait pas mal. Un petit jeu rétro 8 bits un peu dans son aspect. Ça avait l'air d'être une action à platformer, ascendant, roguelite, tu vois, avec le genre de formules qui peuvent t'amener à péter le jeu à force d'accumuler des power-ups et tout ça. C'est un petit jeu sympathique, un petit jeu moyen. On en reparlera à la fin dans la partie des reviews, j'irai peut-être plus en profondeur. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Mais surtout ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on en fera même un petit quick look, ça vaut le coup quand même de le montrer, parce qu'il est assez... Voilà, il peut intéresser. À côté de ça, j'ai commencé Star Fox. C'est Star Fox. D'accord. C'est Star Fox avec une nouvelle couche de peinture HD, tu vois, peinture qui brille. C'est joli, mais je suis toujours pas hyper convaincu par l'apparence des persos. Où ils sont un peu trop hyper réalistes, HD rendering, là. Et c'est pas forcément... C'est bien fait, mais c'est pas forcément du bon goût pour moi. L'effet Le Roi Lion, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Et mais voilà, mais au final, c'est quand même un jeu sympa. Ça reste, si on aime Star Fox, si on aime les shooters sur rail véhiculés comme ça reste du bon jeu. Je crois que c'est tout pour moi de mon côté. Ouais. Quoi de neuf chez toi alors ? Du coup, j'ai essayé d'avancer un peu dans tout OT. Oui. Donc toujours. C'est pourtant pas un jeu très très long, mais j'avance tout doucement. Et à côté de ça, j'avance aussi dans The Adventure of Elliot. Donc voilà. Je l'ai un peu à peine commencé, Elliot aussi. Tu sais la durée de vie de ce jeu-là ? Alors il me semble que le jeu, il y a deux fins. Enfin, il y a un peu de... Voilà. Concentre-toi sur la première fin du coup. Ouais, mais bon, après c'est un petit peu en mode, il y a deux fins, mais il y en a une qui est vraiment pas optionnelle, mais bon, c'est un peu c'est une première étape vers le vrai endgame, quoi. Enfin, faut vraiment se concentrer sur la seconde fin, tellement c'est... T'as dépassé ça, toi ? Non, même pas. Je suis... Voilà. Donc, je crois que le jeu est pas trop long non plus. C'est une vingtaine d'heures pour arriver à la toute fin, du coup. Donc, bon, ça change des jeux qui font 80 heures, pas euros. Mais voilà, donc ouais, je suis en train d'avancer dessus et voilà. Ok. Autre chose ? J'essaie déjà de me concentrer là-dessus pour éviter que le catalogue, enfin que le backlog me dégueule dessus parce que c'est mal parti déjà. Ouais, pareil, j'ai toujours du retard. Ah oui, parce que j'oubliais, j'avais commencé aussi des petits jeux de caisse qui étaient sortis il y a quelques semaines là. Mais t'avais pris le jeu de caisse. SnowRunner ? Ouais, voilà. Je l'ai commencé, et en fait, c'est marrant, je me suis arrêté au même moment que quand j'avais commencé sur PS5 à l'époque, où je suis satisfait. J'ai fait des trucs, j'ai fait de la logistique, j'ai sorti un camion de la boue, j'en ai mis un autre dans une rivière.
je suis satisfait de ce que je fais. Et au final, voilà, c'est bien. C'est bien. Après, il faut avoir du temps. Putain, il faut avoir du temps pour jouer à ces jeux. Ils sont lents, méticuleux, lents. Ça contemple et ça réfléchit à où est-ce que tu t'accroches pour bien faire patiner ton 4x4 pour qu'il tourne dans la bonne direction. C'est marrant. Mais bon, ça s'est fait dégager rapido par les autres jeux auxquels il fallait que je joue. Ouais. Et il y a un autre jeu que j'avais commencé, Parking Rally, un truc comme ça. Je sais plus dans quel ordre il faut mettre les mots pour le trouver, celui-là. Mignon, mais très vite limité. Où c'était un jeu de course volontairement rétro qui te rappelle l'époque PSX et Saturn. Avec des gros pixels qui grattent les yeux. Et c'est marrant parce que dès le lancement du jeu, les développeurs ont fait comme si tu lançais un émulateur. T'as un menu qui ressemble à un trainer, un menu où tu peux activer des cheats, des trucs comme ça. Okay, ouais. T'as un menu où tu peux changer la résolution en mode original ou HD, PC HD émulation, ou tu vois, il y a des termes comme ça qui te font vraiment un clin d'œil, comme si tu jouais à l'ému. Et du coup, tu peux augmenter comme ça la rez et la finesse des graphismes pour avoir un truc un peu plus digeste pour les gens aujourd'hui. Moi, je l'ai laissé en tout en bas, là, en rétro pixel. Et c'était sympa. Mais ça s'essouffle vite. Voilà, les courses se ressemblent vite les unes les autres. Et j'ai pas été trop loin dans les unlocks, mais bon, c'est pas un jeu cher, donc c'était cool. Je crois qu'il était à 7 balles. Donc c'était sympa. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais que on lève l'ancre là? On commence? Oui, allons-y. Allez, alors on va commencer par le sujet qui nous concerne direct. Parce que nous, on parle de jeux toute la journée. C'est notre métier à plein temps. Non, c'est pas vrai. On va parler du rôle de la presse face à Xbox. Tout ça, c'est après que je sois tombé sur un article de Aftermath. C'est un site que j'aime bien, ça. Ils ont publié un édito cette semaine. Et le sujet, c'est nous, ce qu'on essaye de faire, c'est eux ce qu'ils font, la presse qui parle de jeux. Et le point de départ, c'est des interviews de Xbox qui ont été reprises un peu partout sans trop de recul. Et donc l'auteur de cet édito, il pose la question simple, c'est quand un constructeur tient des discours confus, est-ce que c'est aux médias d'essayer de rendre tout ça clair à la place du constructeur ou pas? Donc la réponse du texte pour eux, c'est non, c'est pas leur boulot. Et mettre de l'ordre dans la com de Xbox, c'est le travail de Xbox, c'est pas celui de la presse. Voilà. Donc c'était intéressant à lire. Du coup, sur le principe, poser cette limite, moi je trouve ça sain aussi, parce que ce travail-là de presse, c'est pas un boulot pour traduire en clair une strate constructeur complètement pétée que eux-mêmes comprennent pas ou expliquent mal. Le truc un peu plus discutable, c'est quand ils disent on n'est pas la com de Xbox. D'accord, mais pour moi, c'est ok, renvoyer le constructeur à ses responsabilités, c'est normal. Mais il ne faut pas se servir de cette excuse pour arrêter de faire ce travail de décryptage aussi, qui est en fait le vrai travail derrière le travail presse, quoi. Tu le places où, toi, ce curseur entre juste relier de la com ou faire un boulot plus d'explication et d'analyse? Je trouve que c'est important quand même d'avoir une analyse derrière. Sinon, autant aller sur le compte Twitter ou la newsletter du constructeur et basta, quoi. Après, dans le cas de Xbox, c'est assez compliqué parce que déjà, ça fait plusieurs émissions qu'on est en train de galérer à essayer de savoir ce qu'ils vont faire. Ouais. On sait qu'ils virent des gens. Ça, il n'y a pas de. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là. Mais c'est vrai que la com d'Xbox depuis un moment, c'était justement de se dire we are Xbox et on essaie d'avoir une identité forte. Là, on voit qu'ils sont en train au contraire de soit fermer des studios, soit de sortir des jeux un peu à droite à gauche et de limiter uniquement les exclus à 2 titres. En tout cas, c'est ce qu'ils ont montré durant les dernières présentations. Donc, même essayer d'avoir une analyse ou autre, c'est assez compliqué. Et puis relayer au final la communication et essayer d'en tirer des choses, enfin, d'en déduire des choses, c'est assez compliqué aussi parce que pour le coup, ça peut vouloir induire le consommateur, mais le joueur et donc le consommateur aussi, ça peut vouloir l'induire en erreur. Enfin, faut faire gaffe à ça, quoi. Oui, parce que dans la confusion, toi, en consommateur, tu peux te mettre à faire des choix qui, au final, ne seront pas vraiment réels, ni concrets, ni... Enfin, voilà. Ouais. Parce que pour le coup, avec ce qui a été dit, clairement, depuis un petit moment, on pouvait dire ça y est, la LX va arriver, ça y est, Xbox va se relever, on va dire, en mode identité propre, quoi. Et on voit que non, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a 2-3 trucs, mais en fait, il y a rien qui change par rapport à avant, en fait. Enfin, j'ai même envie de dire que c'est presque
pire avec Je pense que c'est presque pire, parce que contrairement à quand on couvre d'autres news, chez Sony par exemple, où il y a quelques éléments cryptiques, mais qui sont quand même ancrés dans quelque chose de réel, dans ce qu'ils sont en train de faire dans leur strat. Là, le sport d'analyse et d'essayer d'en tirer des conclusions et des... Tu vois, en gros, le travail de... Comment dire, de... tu vois ce que je veux dire, quoi, le travail d'analyse, là, il est plaisant, sauf que là, avec Xbox, vu que même, je pense, c'est le bordel, ça sert à rien qu'on perde du temps à essayer de le faire, vu que ça... Ouais. Ce serait juste de la conjecture qui sert à rien, quoi. Donc, c'est pas hyper utile. Ouais. On va avancer, du coup, après ce petit coup d'édito chez Aftermath. On va parler de Valve, qui a enfin lancé à la mer les prix de sa Steam Machine. Donc c'était plutôt dans la semaine. C'était lundi, je crois. Le lundi, ils ont mis à jour leur page sur la Steam Machine sur leur site. Donc on apprend que les prix démarrent à $1049. Et dans les explications, Valve l'assume. Hein. L'ancien tarif qui visait, il était plus du tout tenable à cause de la pénurie de compos qu'on vit tous. Et ensuite, le Steam Controller, le second souci, c'est que on sait que les précos ne pourront être tenus que en 2027. Donc ça veut dire qu'ils ont dû en réserver un bon paquet pour les mettre dans les bundles Steam Machine, j'imagine. Ils n'ont pas assez de stock. Et ce qui se passe un peu à côté pendant ce temps, dans le marché, il y a un autre constructeur qui a dévoilé une petite console portable PC à $1,800. Voilà. En prévenant aussi direct que l'année va être difficile pour les joueurs, quoi. C'est juste au moment où on bouclait, il y a même Xbox qui a annoncé une nouvelle hausse de prix de sa console. Ouais. Je crois que c'est la troisième chez eux, troisième hausse. Où, en gros, c'est plus 100 ou plus $150 en fonction des modèles à partir de début août. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois même que c'est la première fois que la série S, qui était à la base le modèle d'entrée de gamme, qui était vraiment le modèle, on va dire, pour accéder à l'univers Xbox, pas cher, on va dire, passe à 500 €, quoi. Donc, c'est pas rien, pour le coup, c'est un message, voilà. Et même si on sort un peu de l'univers jeux vidéo qu'à moitié, on va dire, il y a aussi, dans les hausses de prix, il y a Apple. Qu'est-ce qu'ils ont monté tout, sauf les iPhones. Mais bon, pour les iPhones, je pense qu'on va attendre le mois de septembre pour les conférences qui vont. Voilà. Ouais. Mais voilà, les Mac ont pris... tout a pris en fait pas mal. Les gros modèles de Mac ont parfois pris plus de 700 balles. Wow. Ouais, on est à du... Après, on parlait de bécanes qui étaient à déjà du 3 000 €. Hein, donc, pour des bécanes qui sont à 3 000, on passe à du 3 500. Donc, ça fait mal, quoi. Et du coup, à ce tarif-là, la Steam Machine à 1050 balles, la portable à 1800. Le matériel pour jouer, tu vois, maintenant, ça s'adresse plus tellement aux joueurs de base. On est peut-être passé sur un marché réservé à ceux qui peuvent mettre le prix. T'en penses quoi, toi? Tu le vois pareil aussi? En fait, moi, ce que je me demandais surtout, c'est... là, par exemple, le seul constructeur qui continue, en fait, aujourd'hui de vendre sa machine de génération précédente, c'est Nintendo, du coup, avec la Switch. La Switch 1, tu veux dire? Ouais. Et en fait, je trouve ça ouf de se dire que c'est une machine qui est vendue quand même pas... Elle n'est pas vendue non plus... c'est pas donné quand même, je veux dire. Tu sais s'ils continuent tous les modèles? Light, OLED, tout ça? Même la normale? Light, normal et OLED, quoi. Okay. Et du coup... c'est quand même une machine qui est... Bon, hormis la Lite, qui est quand même pas vendue trop cher encore. Et encore, 200 balles, c'est pas non plus... Voilà. Mais c'est peut-être une solution qui est pas forcément déconnante, en fait. Alors bon, là, c'est un peu compliqué. Sony va pas commencer à dire on va ressortir des modèles de PS4. PS4, ouais. Mais pour le coup, en fait, c'est une situation qui est peut-être plus... Ils sont dans une situation des plus intelligentes, quoi, pour eux. Ouais. En fait... Sachant quand même que la Switch a augmenté de prix, la Switch 1, la première, quoi, a augmenté de prix au Japon. Hein. Ok. Donc, effectivement, essayer d'étirer la vie de ces consoles là pendant encore 3-4 ans, ce serait peut-être le plus judicieux. Et c'est peut-être aussi pour ça que Sony reste muet sur la prochaine gen. Ouais. C'est qu'ils sont peut-être dans cette réalisation aussi, là, en train de se dire que grâce à la PS5 Pro, il y a encore plusieurs années solides de Play à sortir.
Là où Xbox peut pas faire pareil parce qu'ils sont complètement inexistants dans cette génération actuelle, ils vendent plus aucune console, donc eux, à la force des choses, ils sont encore en mode il faut qu'on sorte la nouvelle et qu'on crée des nouveaux consommateurs et de nouvelles raisons d'acheter cette console. Ouais. Je souhaite que Sony reste plutôt confort sur sa play et essaye pas de faire la course avec Xbox en essayant de sortir une PS6 à prix fort que personne n'achètera, quoi. Après, quand je réfléchis un petit peu, il y a quand même pas mal de trucs qui montrent qu'il y aurait une voie, on va dire, où les constructeurs, au lieu de toujours voir justement à la hausse, pourraient voir à la baisse, en fait. Il y a eu la série S qui, du coup, a été une très bonne chose pour la Switch 2, parce que du coup, la série S a permis pas mal de trucs bien, quoi. Ouais. On a des modèles de roguelike qui sont pas trop déconnants, qui ont des tarifs plutôt abordables. Je parle pas des roguelike à 1800 balles. Ouais. Je parle des modèles plus... Ouais, la 1800 balles, c'est une MSI, MSI Claw, je sais pas combien. Ouais. Asus ont fait une roguelike justement où ils la vendent en plus en bundle avec des lunettes. Ah ouais. Ouais. Du coup, c'est un monstre de puissance, quoi. Mais bon, faut pas, à mon avis, il faudra pas compter moins de 2000. Mais du coup, ils ont quelques modèles qui sont pas trop chers encore. Mais je pense qu'il y aurait peut-être moyen pour eux de tirer un peu vers le bas. Alors, est-ce que par exemple Microsoft ou Sony pourraient dire faire une machine, peut-être une PS5 Lite ou Mini avec son modèle d'économie d'énergie par défaut? Te dire, ils ont cette initiative là qui va sûrement mener à quelque chose, qui est sûrement pour justement la version portable prochaine de quelque chose, si ça se concrétise. Portable ou même... parce que le problème du portable, c'est que tu as toujours cette batterie, tu as toujours l'écran, tu as toujours tout ça. Donc là, une Mini pourrait très bien tirer les prix vers le bas. On aurait peut-être aussi Nintendo qui pourrait se dire on arrête la Switch, une des deux Switch classiques, et tirer le prix de la Lite un peu vers le bas aussi pour essayer de ramener les joueurs. Ou faire une version vraiment console de la Switch 2. Aussi, oui, par exemple, tu pourrais très bien dire on retire les trucs. Ouais, juste une box. Donc, il y a des trucs à faire. Ouais, j'imagine ça aussi. Le futur proche où cette génération va vraiment durer parce qu'on va avoir de nouvelles variations des existantes. Ouais. Dans les annonces Xbox, avec leur hausse de prix, ils racontent aussi, c'est assez amusant, ils parlent du fait que pour aider à payer ces consoles, maintenant, ils peuvent... on pourrait payer en plusieurs fois. Ils vont s'associer avec des organismes de thunes pour nous permettre de faire du paiement en plusieurs fois sans taxe supplémentaire. Donc, tu vois, quand tu as un constructeur qui arrive à te vendre sa machine à crédit, c'est qu'il y a un cap qui a été passé, je pense. La console de salon, c'est devenu un achat que tu peux étaler comme un frigo ou une bagnole sur plusieurs mois. Quelle générosité. C'est normal, voilà. Allez, on va aller voir d'autres prix qui ont été annoncés cette semaine avec GTA 6. Et là, eux, c'était mardi, je crois, si je me souviens aussi de la timeline. Et eux, là, donc, ça offre peut-être un petit aperçu sur le futur du marché du jeu. Parce que voilà, le jeu va être vendu $80. On va pas compter les centimes, $80. Dans son édition standard. Il y a une version à 100 balles aussi, une version, je sais pas si l'appelle Deluxe ou la version complète, qui unlock des petits chapitres d'histoire supplémentaires qui débloquent des shops supplémentaires dans le jeu pour avoir des coupes de cheveux, des morceaux de voiture, bref. Donc on n'est pas dans les 120 ou les 100 standards qu'on pouvait imaginer, mais on est quand même sur du 80. L'autre truc qui faisait un petit peu jaser les gens au début dans les annonces, c'est que à la sortie du jeu, les copies physiques, donc dans les boîtes que vous trouverez chez Micro, je sais pas trop, qu'est-ce qui existe encore, Fnac, dans la boîte, il y aura juste un code de téléchargement, il n'y aura pas de disque. Pour quelques mois seulement. Il y a eu du bad buzz au début, mais ils ont rapidement commencé à laisser entendre que en décembre, il y aura une version vraie boîte avec vrai disque à l'intérieur. Ça peut être... Ah oui, l'autre truc qui était bien aussi dans les annonces, là, qui était bien pour moi, c'est gros focus que sur la partie solo du jeu. Rien n'est sorti concernant le GTA Online. Donc, on a encore pas mal de questions en suspens à ce sujet. Alors du coup, $80, donc je parlais de soulagement, c'est pas les $100 que tout le monde imaginait. On s'attendait au pire. Mais c'est quand même un cran au-dessus de ce qu'on payait il n'y a pas longtemps. Et le truc, c'est que quand c'est Rockstar qui le fait, avec le jeu le plus attendu de la décennie, tu vois, ça pose un plafond que sûrement les copains vont essayer de venir gratter aussi. Il y avait Nintendo qui avait sorti son Mario Kart à combien c'était déjà ?
C'était pareil, en démat, c'était 80 balles aussi. Voilà, donc c'est pas les premiers, mais il y a eu une première tentative Nintendo l'année dernière. Ouais. Rockstar qui retente cette année. Nous, on est content parce que c'est 100, mais on sent venir que le 80, il va devenir le nouveau normal. Il n'y a pas photo. Est-ce que tu vois comment? Tu penses que les autres éditeurs vont vite s'aligner? Tu vois Microsoft faire pareil avec Gears exclusif Xbox, le sortir à 80? De toute façon, là où... je sais même pas si Gears, pour le coup, sortira, vu qu'il sera sur le Game Pass, donc, à mon avis. Mais là où il y aura de la thune à se faire, les gros jeux seront là, quoi. Ouais, moi, je vois les gros jeux premium Sony, les prochains. Lo-Fi ou Intergalactic, ou ce truc-là, je pense qu'ils vont taper à 80. De toute façon, c'est toujours le palier. Une fois que le palier est franchi, à un moment, c'est bon, quoi. Enfin, une fois qu'il est atteint et dans les mœurs, une fois que ça rentre, c'est bon, quoi. Ouais. Le coup qu'on peut voir comme un coup malin, je sais pas s'il y a quelque chose de calculé derrière, c'est le coup du disque où au lancement, la version physique n'est pas si physique que ça, vu qu'il n'y a qu'un code dedans. L'explication, c'est apparemment c'est pour éviter les fuites, tu vois, les fuites du jeu avant l'heure. Une fois que tu as mis le jeu dans le circuit de la logistique, il peut vite se retrouver sur Internet. C'est pour ça qu'apparemment ce sera en décembre qu'on aura une version boîte avec disque. Je trouve un peu une manœuvre un petit peu de renard, tu vois, où je me dis c'est peut-être une autre solution aussi pour te vendre le jeu plusieurs fois. Bon, peut-être pas à tout le monde, hein, mais je vois bien une petite partie dans les gens qui veulent du physique et de la collection. Je vois bien une partie de gens obligés de le racheter une deuxième fois, quoi. T'en penses quoi, toi, de cette manœuvre? Alors, pour le coup, je vois plusieurs trucs. Alors déjà, je trouve que c'est quand même plutôt marrant de dire que il n'y a pas tant de monde que ça il y a pas tant de monde qui gueule sur ce truc-là. Alors que bon, quand t'as le coup des Game Keycard, personne gueule. Enfin, beaucoup de monde gueule. Parlons de ça, parce que la Game Keycard, tu peux la partager. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que là, c'est aussi les problèmes que tu as avec ce système de code, en fait. C'est que tu ne peux pas revendre ton jeu, du coup. Voilà. Donc, l'occasion n'existe plus. En faisant ça, ils vont niquer le marché de l'occasion. Et le code est lié à ton compte. Le code, effectivement, est lié à ton compte. Donc, si jamais tu te dis, ce GTA, il me plaît plus, hop, c'est fini. De toute façon, tu l'as, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Quand tu vois encore les bacs remplis d'occasions, c'est qu'il y a pas mal de monde qui compte encore sur le marché d'occasion. Sur l'occasion pour renouveler leur stock. C'est ça, ils y jouent. C'est quand même des jeux qui valent une certaine somme. Donc, en faisant ça, l'occasion pour eux, c'est pas... Voilà. Donc, en fait, rien que ça va mettre à mal le marché de l'occasion. Il y a des revendeurs, je crois, qui ont annoncé qu'ils ne vendraient pas le jeu. Ouais. Dans les heures qui suivaient l'annonce, il y en a 2 aux US qui ont dit on vendra pas ta boîte. C'est ça. Il y a ça, il y a aussi le coût de... Alors, il faudrait voir, en fait, c'est peut-être mineur après, mais il y a aussi le coût de la licence, le coût parce que le Blu-ray a un coût. Alors, c'est pas un coût d'une cartouche, hein, mais le Blu-ray a un coût. Le coût, après, il y a de la licence, il y a tous ces trucs-là. Et ça coûte un petit peu moins cher aussi de passer par des codes que de passer par des coûts. Oui, alors ils gagnent quelques centimes par disque. Sur le nombre de disques vendus. C'est ça. S'ils gagnent, je sais plus combien c'est, mais s'ils gagnent même 2-3 euros par boîte, enfin, $, s'ils en vendent ne serait-ce que... vu les palettes qu'ils vont vendre... 30 millions, 30 millions, ça fait 30 millions quand même. Hein. Pour ça, je me dis, il y a forcément plus que l'histoire du leak derrière ce code. Il y a forcément un calcul mathématique qui fait que il s'y retrouve. En fait, je pense surtout que du coup, l'impact que le jeu aura, les gens n'en ont rien à secouer, en fait, de savoir que le jeu va... Ils s'en foutent. Les gens s'en foutent, ouais. D'un point de vue global. Déjà. En fait, il y a aussi un autre truc qui est pas inintéressant, c'est que c'est la commission qui est prise sur les stores. Aujourd'hui, tu veux déployer ton jeu sur le PlayStation Store, Sony prend une commission, qui est de 30%, je crois, comme Valve ou Nintendo. Oui, c'est le classique. Ouais. Tu balances ton jeu sur une boîte, je ne sais pas si Sony prend une commission. Ou du moins peut-être moins. En fait, peut-être qu'ils prennent que 10%. Je pense pas. Il y a peut-être des frais de licence pour mais je pense l'application du jeu Pat Play. Mais je pense que c'est moins que le jeu, le code, quoi. Du coup, l'avantage qu'il y a à ce niveau-là, c'est qu'ils peuvent se permettre d'aller target en fait, les gens qui ont des Xbox Series S, des Xbox Series X et des PS5, PS5 Pro des machins qui avec pas de disque, et sans lecteur de disque. Ouais. Donc du coup, en termes de thunes, ils peuvent viser des gens qui n'ont pas de lecteur de disque et donc potentiellement s'affranchir des frais de licence. Enfin,
Alors après, je me trompe peut-être, mais ça peut être... Ouais, je vois pas beaucoup de personnes sans disque aller dans les magasins regarder les disques, justement. Tu vois. Bah, pour le coup, ça va dépendre de si Rockstar dit prenez le jeu... Enfin, s'ils arrivent à récupérer un petit peu de gens, ça dépend. S'ils arrivent à récupérer suffisamment de gens, peut-être. Peut-être. Et l'absence de GTA Online pardon, dans la com, tu le vois juste revenir plus tard en jeu séparé, un add-on, un truc payant? Alors, ça c'est pareil, il y a eu un... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, je pense que oui, je vois bien le truc. C'est... on a vu arriver 2-3 trucs sur le... Comment ça s'appelle ? Sur la fiche store, disant que le jeu aurait un abonnement ou prendrait des achats, un truc comme ça. Ah Et... Ouais, non, attends, je mélange. Parce qu'il y a le GTA Plus, qui est autre chose. Ouais. Non, le Rockstar Plus. Il y a un truc avec un plus à la fin, qui est un abonnement pour avoir des jeux Rockstar mensuellement. Là. Alors, je crois que c'était vraiment sur la fiche du PlayStation Store. Alors ça, c'est si tu l'achètes chez eux, tu as un mois de Rockstar Plus, ou je sais plus comment il s'appelle ce service. Ouais. C'est comme les stores Ubisoft et Electronic Arts. T'as Red Dead, t'as des jeux comme ça de Rockstar. Ok. En accès libre pendant un mois, pendant que tu payes, quoi. Ok. Donc c'est pas un abo in-game, c'est un service tiers autour. Donc ça n'a pas de rapport avec le GTA. Ok. Après, du coup, est-ce qu'ils vont le mettre, payant ou pas? Ça va dépendre après de ce qu'ils en font. Le GTA Online précédent, il fallait juste payer le jeu GTA 5 et tu l'avais. Oui, tu l'avais. C'était pas un exécutable à part. Ouais. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire là. Est-ce qu'ils vont faire pareil? Je serais pas surpris de le voir arriver payant, en fait. Pour le coup, pour justifier quand même l'investissement, pour justifier quelque chose de plus grand aussi, potentiellement. 40 balles et ce sera un extraction shooter. Bah, après, pour le coup, s'ils le font même ça dépend des tarifs, mais s'ils le font même pas trop cher, les gens pourront migrer. Non, ouais, je pense qu'ils vont... Moi, je vois plus gratos. T'as déjà payé GTA 5, super. 6. C'est le 6? Ouais, t'as déjà payé GTA 6, super. Et de toute façon, tu vas installer le gratos, mais tu vas raquer une fois que t'es dedans. Tu vas acheter des shark cards, tu vas acheter des trucs. Ouais. Tu vas acheter des vaisseaux à 5000 $. Ah non, c'est pas le bon jeu. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, pardon. Allez, on va finir ce chapitre GTA 6, pas le 5, on se trompe pas, attention. Et on va revenir voir un studio qui tient plus à taille et qui se fait un peu taper sur les doigts à cause de tout ce qui se passe. Et donc c'est chez Bungie qu'on va voir le coup dur, parce que le studio a annoncé une vague de licenciements et une réorganisation, juste après, en gros, la dernière mise à jour de Destiny 2. Et la raison donnée en interne, c'est que Bungie peut plus fonctionner à la taille qu'ils ont. Ils sont quand même pas mal dans l'effectif. Et dans la foulée, donc, tu as Sony qui monte au créneau pour dire que Marathon reste un élément important du portefeuille. Ils ont fait une déclaration comme ça. Ça reste un élément important du portefeuille. Le soutien va continuer malgré les coupes. Vous inquiétez pas. Donc d'un côté, ils coupent et de l'autre côté, ils essayent de rassurer le public qui est quand même bien branché sur l'actu du studio. C'est ça qui est un peu particulier avec, je pense, Marathon, c'est que je pense que la plupart des joueurs Marathon, les quelques-uns, les fidèles, ils sont quand même hyper au courant, c'est des gens hyper connectés. Et, ça m'étonnerait pas qu'ils soient sensibles au destin de Destiny 2 et de leur studio préféré. Donc, je suis curieux de voir un peu comment la commu va réagir à la suite. Voilà. Ce communiqué, Alexis, cette espèce de communiqué de soutien, entre guillemets, tu le vois, toi, comme une vraie garantie? Sony qui dit la vérité, ils vont vraiment garantir la vie de ce jeu, ou c'est juste une phrase que tu sors à côté pour faire du positif à côté du négatif? Ouais, non. Enfin, moi, on l'a déjà vu. Ouais, enfin, en gros, c'est un peu... on attend de voir comment ça va se passer, si les joueurs sont pas réceptifs ou si ça augmente pas si ça augmente pas, on va faire encore plus de coupes, quoi. Ouais. On va dispatcher les gens à droite à gauche et voilà, quoi. Là, ce qui se trame apparemment, c'est pour l'instant, Bungie était une entité un peu à part dans le panel des studios Play. Avec cette coupe, ils vont vraiment être pleinement intégrés apparemment à tout leur workflow. Donc, ils seront plus vraiment libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Ils vont devoir répondre encore plus aux investissements et à ce qui se passe dans le studio, quoi. Donc, ça va être une nouvelle ère chez Bungie.
Et il confirme que du coup, là, il y aura au moins 292 employés qui vont être licenciés. Ouais. Sur combien ils étaient déjà Ils étaient 800. 800, ouais. C'est une big équipe quand même. Ouais, ça fait un bon tiers, enfin un tiers à peu près. Ouais. Ouais, du coup, ce que je signalais là, c'est quand même Bungie, on en parle, mais c'est quand même un studio quand même légendaire maintenant. Hein. Ils ont inventé Halo, Destiny, donc c'est 2 grosses licences qui ont marqué le jeu online, hein, malgré tout. Et de les voir un peu là, taillés à vif, ça fait pas plaisir. Et sachant que le PDG avait, le patron de Bungie avait carrément, lui, démissionné. Ouais. Donc, ouais. Donc j'ai du mal à voir comment le studio va vivre après ça. J'ai vu passer des petites blagounettes sur Internet qui disaient qu'à l'époque, Sony cherchait absolument à avoir le Halo Killer, au point à racheter les gens qui ont fait Halo. Et en fait, c'est eux les Halo Killers. Ils ont réussi, bravo. Voilà. Je pense qu'on peut finir ce chapitre-là aussi, sauf si tu as d'autres trucs à relancer. Non, mais après, peut-être rappeler quand même que je trouve ça assez effarant en fait, de voir la quantité en fait de la non-quantité plutôt de jeux qui sont pas. Il n'y a pas eu tant de jeux produits par Sony, en fait, par PlayStation Studios qui sont sortis sur PS5. Alors, tu veux dire depuis leur initiative du live service à gogo. Depuis la PS5 en fait. On a beau dire que voilà, mais je veux dire même on peut lister des studios. Alors après, effectivement, ça prend du temps de faire de faire des grosses productions, mais on n'entend pas enfin on a eu Santa Monica qui a fait quand même effectivement qui a fait le God of War, mais qui était en développement sur PS4. Donc du coup le jeu est sorti. Là effectivement ils travaillent sur un autre jeu, mais bon, ils ont la force et la chance d'avoir une licence qui leur est qui est très profitable. Ils ont des studios qui font un jeu par génération maintenant. Ouais. Ils ont Insomniac qui arrive à garder la cadence avec des jeux bien faits. C'est ça. Bien scopés. Mais pour le coup, si Insomniac fait un truc qui tombe à côté, par exemple, je pense que le Wolverine, c'est quand même une licence qui a moins d'impact, je pense, que Spider-Man. Carrément. Surtout que là, Spider-Man, il y a un nouveau film qui va sortir. Cet été, il y a 2 trucs. Il y a de l'animation et du film, du live action. Ouais. Donc, mais pour le coup, là, ça manque de... Wolverine, il n'y a pas le même bagou. C'est ça. Et puis, c'est pareil. Après, bon, Naughty Dog, ils ont fait des trucs, on entend des trucs en coulisses, mais il n'y a rien. Il n'y a rien eu. Ouais, on a vu quelques images du Intergalactique, mais sans date. Voilà. On sait qu'ils ont perdu du temps sur du live service. Pareil. On sait que Sony Band aussi ont perdu du temps sur le live service, qui n'a rien donné. On sait ce qui est arrivé à Bluepoint. Voilà. Ils ont tenté un live service, ils se sont fait shooter. Donc, toutes les autres initiatives comme ça, on sait qu'elles ont mené à du temps perdu. Après, ici, il y a les équipes qui sont les équipes de Sony, vraiment. Enfin, au Japon, c'est les équipes au Japon qui sont. Asobo, ouais. Donc, eux, ils ont fait des trucs. Asobo qui ont fait l'Astrobot, là. L'Astrobot, ouais. Oui, c'est bien Asobo. Comment ils s'appellent à Bordeaux, ceux qui font le jeu d'avion, là, le Flight Sim Asobi. Bon, on a, tu le vois je suis en train de bugger, là. Ouais, je voulais pas dire le nom du studio, parce que je l'ai plus en tête. Plague Tale, c'est qui? Plague Tale. Mais non, c'est Asobo, Plague Tale. Attends. Du coup, c'est... Astrobot, c'est... Tango, ça, c'est Microsoft. Enfin, c'était Microsoft. Astrobot, le studio, c'est Asobi. Asobi, bah voilà, ok. Tu vois, on a une lettre près, hein. Donc ouais, ils ont fait en tout cas le Astrobot, qui a bien marché. Ouais. Mais heureusement, parce que c'est pareil, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils sont, on sait pas. Un Astrobot live service aussi. Ouais, peut-être, ouais. Expression shooter, 40 balles, let's go. Mais non, ouais, je trouve que pour le coup, je trouve ça assez effarant en fait de voir qu'aujourd'hui, même les studios, en tout cas chez Sony et Microsoft, les studios maison n'ont plus le droit en fait à l'erreur. Ouais. Il y avait une époque où chez Phil Spencer, les studios étaient là pour remplir même des catalogues, pour étoffer l'offre. Et puis bon, c'était pas forcément des studios qui étaient des jeux qui étaient là pour récupérer toujours du pognon, quoi. Si les jeux étaient pas si rentables que ça, au moins ça a étoffé l'offre. Mais là, bon, ça marche pas, tu dégages, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste, Alexis, à voir cette semaine, à ton avis, là? Il n'y aurait pas un autre anniversaire Un anniversaire... oui, c'est vrai, en plus, c'était l'anniversaire de la mascotte. C'était l'anniversaire de Sonic. Mais c'était un petit peu avant ça qu'on a entendu parler de cette histoire. Donc, la petite histoire, pour finir, donc, elle est un petit peu surprising, un petit peu surprenante. C'est que ces gars, ils ont failli arrêter complètement les jeux Sonic il y a une dizaine d'années à peu près.
Et parce qu'à l'époque, la mascotte, elle est pas bien du tout. Il y avait que des jeux ratés qui s'enchaînaient. Les ventes, elles suivaient la qualité des jeux, donc ça décollait pas. Et en interne, l'idée de tout stopper, tu vois, ça a été virtuellement posé sur la table. Et dans les interviews qu'on peut écouter à ce sujet, c'est marrant, il y a un japonais, je sais plus son nom, mais qui a été dépêché en mode soit on arrête Sonic, soit toi tu vas aux US et tu nous relances la marque Sonic correctement. Et il a décidé de faire ça et apparemment il s'est bien démerdé. Ils ont tenu bon et entre-temps, il y a eu les films au cinéma, on sait que ça fait un gros succès, ça a relancé la machine correctement. Le dernier jeu en date, c'est quoi ? C'est Sonic Frontiers peut-être ? Oui. Le vrai 3D ? Ouais. Qui... c'est pas une catastrophe, c'est pas non plus un jeu ultra bien quali, ultra bien fini, mais franchement, c'est un bon jeu, quoi. Et d'ailleurs, c'était la semaine dernière ? Cette semaine ? Cette semaine, ouais. Qui sort Oui, qui ressort sur Switch 2. Voilà. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, le hérisson va beaucoup mieux. Il se porte bien. Merci, monsieur le vétérinaire. La question que j'avais pour toi, je sais pas si je l'ai écrite, c'était par rapport à déjà ton passif de joueur. À l'époque, t'étais Team Mario ou Team Sonic, toi ? Alors moi, j'étais plutôt en fait un Team Mario. Sonic, j'ai toujours trouvé que c'était des jeux rigolos, mais je vais peut-être pas me faire d'amis, mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu... j'ai toujours trouvé que c'était des jeux, ou même quand j'étais plus jeune, et j'ai encore le même avis là, c'est des jeux qui sont un peu des paradoxes, en fait, où tu vas vite, c'est un peu comme des runners. Quand tu regardes le game design, tu comprends pas trop si tu es censé courir partout et finir très vite le level ou collecter ou défoncer les ennemis. Ouais. Et puis en fait, à partir du moment où le jeu te demande d'être attentif et de faire de mettre des ennemis à droite à gauche, le jeu devient frustrant parce que du coup tu te bouges des ennemis, t'as pas le temps de les voir arriver. Et pour le coup, en fait, le jeu a une inertie qui fait que la plateforme, je la trouve pas ouf, je la trouve pas assez précise. Ouais. Et en fait, du coup, on perd tout l'intérêt et tout la folie de la vitesse, en fait. Ouais. Du coup, moi, j'étais Team Sonic. Par défaut, hein, parce que j'avais... Je vais y aller. Parce qu'à la maison, la première vraie console que j'avais, c'était la Game Gear. Donc, j'avais Sonic dessus. Et des piles. Et beaucoup de piles. Non, j'avais le chargeur mural. J'étais accroché au mur constamment avec cette console. Et je me revois là, je suis assis sur la moquette. Et effectivement, ouais, je me suis toujours demandé, mais le jeu, il veut que je fasse quoi là ? Mais j'y jouais par défaut, j'avais que ça. Et c'était Sonic qui était cool. C'était un peu plus cool que Mario. Mais après, j'allais en boutique voir les kiosques et j'étais c'est plus lent, mais c'est quand même pas mal de sauter sur les trucs, comprendre ce qu'on fait. Voilà. Et du coup, si on rembobine vers l'avant, si on débobine, si on revient dans le présent, Sonic pour toi aujourd'hui tient grâce à quoi ? À ces jeux ou à tout ce qui se passe autour avec les films ? En fait, je pense que pour le coup, Sonic, c'est un peu comme Mario, en fait. Même aujourd'hui, pas à tous les... pas partout, même, voilà. Bref. Mais Sonic, c'est un peu cross-média, cross-machin, en fait. Ouais. Ils ont bien fait la transformation, je trouve. Ouais, c'est-à-dire que Sonic, je trouve autant Mario, par exemple, si on compare un peu, il était très fort, il était plus fort que Sonic. D'un point de vue jeu. Il est plus fort que Sonic. Il est plus fort que ton papa. Mais il est quand même plus présent, en tout cas, en termes juste dans l'univers du jeu. On va dire que quand tu demandes à des spécialistes de lister les top 10 des jeux de plateforme, il n'y a pas de Sonic dedans réellement. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que que Sega a quand même réussi à transformer un peu l'avenir de Sonic avec le cinéma, où il y a eu les films Sonic. Il y a quand même eu 4 films, pour le coup, 4 ou 5, je crois. Ils sont quand même un peu enchaînés. Là où Mario, il n'y a eu que le deuxième est sorti cette année. Ouais. Donc ils ont fait quand même pas mal de trucs. Sonic, on peut le retrouver partout. Mario, c'est un peu plus verrouillé. Je pense que Mario, ils font un peu plus gaffe. Sonic, on peut le retrouver avec une collab pour tout, quoi. On peut le retrouver dans une collab... ça peut être dans Virtua Fighter, on peut le trouver, je pense. On peut le retrouver dans Yakuza ou l'inverse. On peut le retrouver avec Hatsune Miku. On peut le retrouver... Sonic, on peut le retrouver partout. Sonic, il est open. Voilà. C'est vraiment... on peut bouffer du Sonic partout, quoi. Donc, il est pas forcément là grâce à ses jeux, mais je pense qu'il est là il est là, quoi. Il est présent, quoi. Ouais, ok. Et tu vois ce que c'est, Sonic Mania ? Ouais. C'est l'espèce de jeu fait par une team... un fan, d'ailleurs, même. Une team de fans, fan, ouais. Est-ce que
Tu préfères quoi comme Sonic, toi? Tu préfères les gros Sonic officiels ou les... Bon, ils sont quand même officiels, les Sonic Mania, mais plutôt ces Sonic confiés à des passionnés qui, eux, semblent avoir compris peut-être ce que faisait Sonic réellement en termes de gameplay. Je retiens pour la prochaine fois que t'aimes pas Sonic. C'est pas que j'aime pas Sonic, mais je veux dire, le dernier Sonic 3D qui m'a vraiment amusé. C'est Adventure sur Dreamcast. Il y en a eu un autre après, pour le coup. En 3D En 3D. Alors, celui avec le loup-garou, là? Non. Il y a eu le Sonic Colors, était pas trop mal. Là, on est sur DS. Il était sorti sur Wii U, et ils l'ont ressorti là récemment. Et il y en avait un autre qui était pas trop mal, qui était le Sonic and the Secret Rings. Alors lui qui était sorti que sur Wii, et il faisait un peu comme... mais en fait, du coup, il abandonnait complètement le principe de Sonic classique, on va dire, même en 3D, pour un truc vraiment axé sur la vitesse, quoi. Ah oui, je crois que j'ai joué à ce truc-là, ouais. Mais c'était vraiment... du full speed dans des courbes, là. Ouais, et du coup, tu déplaçais Sonic que de droite à gauche. Ouais, ça y est. Et alors, il était pas parfait, mais pour le coup, tu dis, en fait, il va vite, et du coup, tu as une sensation de vitesse. C'était un runner, en fait. Ouais. C'était un runner un peu en 3D, quoi. Mais du coup, en fait, oui, c'est ça la vitesse. Enfin, tu veux jouer à un Sonic où il va vite, quoi. T'as pas envie de faire du beat'em all à la con avec un loup-garou. T'as pas envie de te faire des phases comme dans Sonic Frontier, dans un monde ouvert où tu vas dans un truc qui a ni queue ni tête. Enfin, Sonic Frontier. Non, il n'y a pas de. Tu crois qu'ils auraient la place de refaire un Sonic Adventure aujourd'hui? Parce que la formule Adventure, elle est quand même pas trop dégueu. C'est ça mélange du cinématique avec les moments où tu speed et les moments où tu te calmes un peu, tu fais de la plateforme avec du combat contre ennemi, avec ta capacité à les viser en les défonçant, là. Je me demande s'ils l'ont pas un peu fait. Parce qu'après, il y a eu les Sonic Génération qui sont sortis. Ils ont sorti des trucs avec Sonic et Edge et Shadow aussi, là. Ah oui. Mais il y en a eu beaucoup. Shadow. Mais pareil, Sonic dans le monde urbain, je suis pas très fan. Ok. Mais bon, après, c'est vrai que j'avoue que c'est vraiment les Sonic 2D, je pense que. Enfin, 2D, mais dans l'univers, vraiment, enfin, faut que ça soit la vitesse, quoi. Enfin, moi, Sonic, faut que ça aille vite. Mais du coup, c'est pour ça que les deux jeux que je disais, c'était des jeux qui étaient bien parce qu'on avait ce côté. On n'est pas sur un Sonic classique, quoi. Et c'est quand Sonic sort de ce qu'il fait, en fait, de manière classique, que je trouve que je m'amuse le plus. Ok. Ouais. Toi, t'avais aimé quoi, toi, dans les jeux Sonic? J'étais plus dans le côté des aventures. Ouais. Le 1 et le 2, ils m'avaient bien régalé sur Dreamcast, même s'ils sont un peu pétés parfois dans les... Les caméras étaient basiques à l'époque, hein. La 3D n'était pas trop gérée. Mais je me suis bien amusé dessus. Et quand j'essaye de me relancer dans les Sonic 2D de mon enfance, j'y arrive pas parce que, comme je te dis, je cherche trop à me dire je suis censé quoi faire là, aller vite, taper de l'ennemi, platformer. Et en fait, je me fais chier quand je vais juste vite parce que le jeu, il est bizarrement designé. Tu te bouffes des murs, tu collisionnes avec des ennemis. Ouais. Le jeu, je pense qu'il attend que tu fasses du par cœur sur le mapping des parcours. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment. T'optimises le level, mais bon, c'est pas. C'est de l'arcade, c'est pas un jeu qui est très long, donc tu recommences, tu scores. Et c'est ce que je faisais quand j'étais tout petit. T'as qu'un jeu, tu le ponces, quoi. Déjà fini d'ailleurs, le Sonic 1. T'es obligé de le faire en one run en plus. Ouais. Enfin bref, voilà pour les sujets de la semaine, Alexis. On va laisser notre petit Sonic respirer et on va maintenant s'intéresser aux jeux qui sont sortis cette semaine. Ouais. Alors on en parlait au début. Les deux qu'on signale là, c'est Star Fox. Donc le retour de Star Fox. C'est une refonte cinématisée de Lylat Wars, tu sais, le nom qu'il avait sur 64. Donc cette fois-ci, il a été confié à un studio hors Nintendo, le Velan Studios. C'est les gens qui ont fait Knockout City et le jeu de karting Mario en jouet physique. Là, je oublié comment il s'appelle ce truc-là. Circuit. Live Home Circuit, je crois. Live Circuit in Your House. Et on disait la semaine dernière que c'était un pronostic parfait à essayer de jouer parce qu'en en fait, on ne savait pas à quoi s'attendre. Voilà, studio externe, plutôt connu pour du multi au final. La licence endormie depuis des années, des remakes de remakes. Au final, 83 sur OpenCritic, classé strong selon leurs critères. Voilà, tous les critiques recommandent quasiment. Donc c'est un beau retour avec une petite étoile qui dit que
En gros, la refonte visuelle et les contrôles au twin stick là, de la Switch, c'est cool. Et le reproche qui revient, c'est que en fait, c'est encore Star Fox 64. T'as l'impression de le revoir pour la 3e fois. C'est le cas d'ailleurs. Voilà. Donc c'est beau, c'est fidèle, mais il n'y a plus de surprise parce que tout le monde l'a déjà fini 15 fois ce jeu. Je l'ai pas encore fini une seule fois. Voilà. Il y a quelques publications quand même qui tapent un peu bas dans le scoring parce que soit c'est le reviewer qui a peut-être pas les bonnes sensibilités ou juste qui s'attendait à autre chose. Mais par exemple sur GameSpot, on peut lire aussi que le reproche qui est fait, c'est que la version 64, tu l'as sur le Switch Online. Donc pourquoi se taper celui-là alors que tu peux te taper l'original qui est tout aussi bien. Bref. Mais surtout que d'un point de vue gameplay, le jeu est quand même très proche, en fait. C'est exactement le même. C'est ça. Donc, je pense surtout que c'est Velan qui a dû peut-être pas se chier dans le froc, mais se dire alors on va rester dans le cahier des charges à 100%. Voilà, le cahier des charges devait leur dire de faire la même chose, mais une refonte visuelle intégrale. Ouais. J'ai essayé le mode souris dessus, je suis pas convaincu, je suis resté à la manette normale. Parce que, déjà, j'étais pas hyper bien installé sur mon bureau, mais malgré tout, j'étais sur un bureau. Mais passer en mode visée souris, il y avait un truc qui marchait pas. C'était plus Star Fox. J'étais en train d'essayer de faire du FPS sans que ce soit un FPS. C'était l'inertie que t'as avec le curseur là, c'était bizarre. Star Fox 0 quoi. Exactement. Et on sait comment il s'est fini celui-là. Voilà. Mais apparemment voilà, Star Fox c'est quand même une porte d'entrée parfaite pour pour tous les joueurs sur Switch 2 quoi, que tu sois vétéran ou nouveau venu, welcome quoi. Et donc je l'ai à peine commencé et je retrouve un peu ce qu'ils disent. C'est exactement ça, c'est le Star Fox 64 qu'on a déjà vu 3 fois. C'est super joli ce qu'ils ont fait. Je suis pas non plus convaincu par la DA qui a été mis en place là pour représenter les fox et les oiseaux et les grenouilles et les lapins. Un peu trop rendu réaliste Unreal Engine, même si c'est pas ça qui fait tourner le jeu, mais c'est l'apparence que je trouve là. Mais c'est quand même un petit plaisir de rejouer à ce jeu là, donc c'est cool. L'autre jeu de la semaine, c'est le Devil May Cry 5 sur Switch 2, donc c'est la Devil Hunter Edition, donc c'est pas censé être une version non plus complète, il manque des petits bouts d'après les reviews, mais il y a quand même la plupart des bonus qui étaient dispo dans les précédentes éditions. Donc le jeu d'origine on le connaît, c'est du solide. Les questions que tout le monde se posait, c'est au point de vue portage, c'est est-ce que la Switch 2 va tenir la route pour ce jeu nerveux, fluide et tout ça. On avait vu passer dans des previews des histoires de mode docké qui étaient un peu parfois à la ramasse. Et bien la réponse du coup c'est que c'est encore un bon score Capcom. Ils ont un 87 sur OpenCritic. Les férus de technique donc ils nous rassurent en disant que le 60 FPS il est là sans sacrifier les visuels. Les petits pets en mode docké ça entache en rien la qualité du portage. Le petit bémol juste qui est souligné de temps en temps, c'est un manque d'un mode qui était dispo dans une autre édition, un mode complet qui a disparu. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Donc c'est pas forcément une version définitive. Mais voilà, le perso en plus jouable, il est là. Il y a tout ce qu'il faut quand même pour s'amuser avec. J'ai même vu que... Alors, c'est marrant, j'ai pas vu le truc de défaut là en mode dock. Ouais. J'ai vu par contre qu'on pouvait unlock le framerate en mode docké pour le passer à 120. Ouais. Et que le jeu tenait, enfin, il était entre 90 et 120 images par seconde. Apparemment, il tapait dans les 90 constamment, en variable un peu, mais plutôt pas mal. Bien joué, Capcom. Je pense le commencer aussi bientôt, lui, quand j'aurai un peu écrémé mon backlog. Parce que j'aime beaucoup les Devil May Cry. J'ai joué à toutes les éditions, même celui qui était complètement edgy, là, le DMC. Le remake la réécriture, quoi. L'écriture je sais pas si c'était le premier qui était censé être fait, je sais pas. Mais même s'il était un petit peu baveux, celui-là, tu sentais ça là en y jouant. Il y avait quand même des bonnes idées dans le gameplay. Et c'était un jeu Ninja Theory d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et le troisième jeu dont je souhaitais parler, alors c'est pas parce que c'est un best-seller ou quoi, mais c'est le fameux Dark Scrolls que j'ai lancé cette semaine suite à la réception d'un code de review qui m'intéressait pas mal. Du coup, c'est un petit jeu. C'est fait par Donksoft, tu sais, c'est ceux qui ont fait Gato Roboto. Ah, okay. T'en souviens de ce truc-là ? Ouais. Tu y avais joué ? Non, mais je l'ai acheté sur au moins 2 plateformes, je crois. Tu sais, le syndrome Steam Sales.
Et donc, je crois que je l'ai aussi sur Switch. Donc, ils sont toujours chez Devolver. Et juste aussi, ils ont aussi fait Gunbrella. Apparemment. Oui. Voilà. Tu l'as fait ? Non. Mais je l'ai peut-être acheté aussi. Du coup, alors ce truc-là, c'est quoi ? C'est un action platformer en scrolling automatique avec des petits éléments roguelite saupoudrés par-dessus. Et donc le scrolling auto, tu sais, c'est comme dans les levels de Mario de l'époque. Là, c'est la caméra, elle avance toute seule et tu dois passer les obstacles, tu dois survivre jusqu'à la fin. Je te montrerai, je pense, dans un quick look, là, dans une petite session découverte, comment ça se déroule, mais il y a des trucs sympas quand même. Volontairement très 8 bits dans l'apparence des persos principaux, palette de couleurs très limitée, mais avec des effets visuels où ils se permettent d'aller un peu plus loin que la NES, par exemple. Tu verras à quoi ça ressemble. T'as des persos à débloquer qui ont chacun des spécificités qui font que tu changes la façon de jouer. C'est coop en ligne et coop en local. Ça coûte pas bien cher, je crois que c'était 10 balles au final à sa sortie. Donc voilà, ça rappelle pas mal de jeux rétro que si tu manges du rétro, tu vas tout de suite remarquer les similitudes avec du Ghost & Goblin ou du Viteuf du Castlevania. Bon, sur Open Critique, c'est un 64 parce que les reproches qu'on peut lire, je les comprends, c'est répétitif, pas toujours très maniable selon le perso que tu prends. Le jeu, il est opaque, mais pas maîtrisé, tu vois. C'est un opaque, juste, oups, on a oublié d'expliquer des mécaniques, peut-être, tu vois. Je pense que d'ailleurs, j'en maîtrise pas toutes les mécaniques. Là, il y a sûrement un truc que j'ai pas encore découvert, mais je vois exactement de quoi il parle. Mais au final, voilà, il y a tous ces héros, moi, je trouve qu'ils se jouent un peu différemment, c'est sympa. Les petits secrets planqués à droite à gauche, c'est sympa. Il y a une vraie personnalité, en fait, dans le jeu. C'est pour ça que je m'y suis attaché un peu. Et ouais, c'est, tu vois, typiquement le genre de jeu où les reviews, elles vont le démonter parce qu'elles vont essayer de trouver la valeur du jeu et les qualités intrinsèques du jeu, mais c'est dur à capturer dans un test. Et c'est les genres de jeux où tu peux vite tomber, pas amoureux, mais tu vois, t'y attacher juste en y jouant. C'est des petits jeux tranquilles comme ça. Et voilà, comme je disais, on va sûrement, je pense, en faire une petite session découverte parce que je voudrais te le montrer, celui-là. Alors voilà pour les sorties de la semaine. On va vite checker la semaine prochaine, qui est un peu calme. De la semaine prochaine, j'ai sorti 2 trucs. Il y a un jeu Nintendo qui sort. Encore un. C'est Rhythm Heaven Groove. Bon, alors je sais que tout le monde ne le considère pas comme un vrai jeu à attendre. Je suis un peu dans cette famille-là. Hein. Je suis pas non plus fan de... bravo. Je vois leur qualité, hein, je la comprends. J'aime les jeux rythmiques absurdes. Mais quand on me dit mais non, il y a des jeux, il y a Rhythm Heaven Groove qui sort, j'attends quelque chose d'un peu plus. Non, voilà. Mais c'est absurde, effectivement. Voilà, c'est absurde. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dedans ? Que c'est le premier Rhythm Heaven depuis un petit moment. Le dernier, il était quand ? Il était en 2015. Ça fait 11 ans que les fans attendent une suite. On sait qu'à la musique, il y a le mec barré du jeu précédent, Tsunku. Les fans de J-pop doivent le reconnaître. On sait que dedans, il y a 80 mini-jeux rythmiques bizarroïdes en solo, il y a du multi. Je crois même qu'il y a un mode façon un peu RPG dedans, qui est apparemment nouveau dans la sauce. Ça reste un petit prix, je crois que c'est du 40 balles. Il y a une démo. Je m'attendais à plus petit comme prix, sachant que le mois prochain, je crois qu'il y a Splatoon qui est également à 40 balles. 50, je crois, pour 50 Splatoon, ouais. Ah ouais, ok. Donc je les mettrais pas forcément même level en termes de production, donc bon, attendons de voir. Blablabla. Et sachant que lui est sur Switch tout court. Rhythm Heaven, c'est un jeu Switch qui, j'espère qu'il va quand même sortir en haute résolution sur Switch 2. Oui, je pense que du coup, c'est fini ces conneries, il n'y a plus de jeux en 720p. Non. Ah oui. Sur Switch 2 aussi, il y a toujours des jeux en 720p. Mais non, mais du coup, il va, je pense, être adapté avec une mise à jour. Ils avaient fait ça pour Tomodachi quand il est sorti. Ils ont dit qu'il y aurait une mise à jour qui allait permettre de voir le jeu en plus beau, machin, ça. Ça a eu lieu, ça ? Pas encore ? C'était dispo en même temps, je crois. Ouais, je crois. Mais non, mais du coup, parce que là, en fait, c'est un jeu aussi qui joue bien en portable, je pense. Donc, ils vont pas dire en mode portable, tu passes du tactile. 4K. Mais mais du coup, le jeu, il est 40 balles. Il y a une démo qui est dispo. Et c'est un jeu Switch. Donc, ça peut être l'occasion d'avoir quelques ventes. De console ou de jeu ? Non, je pense de jeu plutôt. Oui, de jeu. De console, non.
Ouais, des jeux Switch first party, il y en a plus trop, donc oui, il va se vendre, les gens ont faim là. Puis surtout, lui, je pense pas qu'il va vendre des consoles non plus, quoi. Non, j'ai du mal à le voir ça. Blablabla. Dans la semaine prochaine, du coup, il y a aussi un truc un peu plus discret. C'est le High on Life 2 qui sort sur une nouvelle plateforme, donc qui sort sur Switch 2 le 1er juillet. Donc c'est le portage du shooter un peu bizarro, déjanté de Squanch, qui est déjà sorti plus tôt cette année. Ouais. C'était cette année ou c'était l'année dernière? Non, c'était cette année. Ouais, il est sorti en mars-avril. Ouais, oui, un peu plus avant, je crois. Bref, je suis pas non plus trop attiré par ce shooter-là, ce FPS-là. C'est la DA qui me botte pas trop. Ça a beau être joli et coloré. Le côté un peu déglingué Burke, là, ça marche pas trop sur moi. Et on sait aussi qu'à la sortie du jeu dans ses consoles précédentes, il y avait des petits problèmes de perf. Donc pareil, on va être curieux de voir comment ça tourne bien sur Switch 2. Surtout que le premier sur Switch 2 était pas toujours... Sur Switch 2 Le premier? Ouais, il était sorti sur Switch et ils ont fait une version Switch 2. Ok, ils l'ont patché. Ouais. Et avec une vraie version. Et c'était pas toujours... Ouais. Pareil, l'univers était pas trop mal, mais bon, c'est un peu cracra aussi, l'humour un peu pipi, caca, Rick et Morty, quoi. Ouais, Rick et Morty adjacent. Ouais. Voilà, à part ça, bon, il y a des petits trucs dans la semaine qui vont sûrement contenter pas mal de monde. D'ailleurs, j'ai vu, il y a du jeu de stratégie, il y a du City Builder aussi qui sort, il y a le Psyops qui arrive sur le PlayStation Plus, la version... alors, je sais pas si c'est un portage ou directement la version Play qui est boostée, enfin, j'en sais rien, mais c'était un bon jeu, ça, Psyops. C'était sympa. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres trucs, toi, qui te sautent aux yeux cette semaine ou on peut boucler cet épisode? Non, pour le coup, je regarde, il y a la version physique de Meat Boy. Si jamais oui, c'est vrai, la version boîte. Avec un code dedans? Non. Ils vont pas nous faire ce coup-là. Mais non, après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des sorties qui se calent à droite à gauche. Mais ouais. Ok. Et bien sur ces belles paroles, Alexis, on déclenche ça et puis je te dis merci d'avoir navigué avec moi jusqu'au bout de l'EP. Voilà, c'était une semaine où on a parlé matos, on a parlé jeux, on a parlé euro, tout ce qu'on aime. Mais on a quand même trouvé des petits trucs sympas à dire sur Sonic. Ah oui. Donc voilà, merci Alexis. Merci Josian. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Si l'épisode vous a plu, le plus beau cadeau c'est d'en parler autour de vous. Partage, recours, n'importe quoi, mais voilà, nous ça nous aide vraiment à faire grandir le port manette. Et voilà, on garde le cap. D'ici la prochaine fois, jouez bien et puis bye bye. Salut.